qu'est-ce qu'il faut savoir? Est-ce que le courant et la fascination pour les smart cities, est-ce que c'est vers ça, vers ce modèle-là qu'il faut tendre? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt finalement redéfinir le rapport qu'on a à la modernité, que moi j'appelle l'altermodernité, et qui vacille toujours justement entre ce débat des matériaux traditionnels et des matériaux dits modernes. Et on sait qu'aujourd'hui, les gens veulent, entre guillemets, du moderne qui passe par le parpaing de ciment, qui passe par les vitres teintées, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas là une question de redéfinition de la modernité et un travail à faire là-dessus? Je crois que le travail fondamental, c'est de remettre en cause la notion même de modernité. Parce qu'elle a toujours été présentée de manière dichotomique. Il y a ce qui est moderne et ce qui est traditionnel. Sous-entendu, ce qui vient de nos sociétés traditionnelles n'est pas moderne. Or, je reste persuadé que dans toute tradition, il y a une modernité extrêmement forte. Et je crois que c'est déjà le premier pas, c'est de se réapproprier de cette question de la modernité, de la définition de la modernité. Aujourd'hui, si on prend du point de vue politique, toutes les questions qui sont adressées actuellement dans les instances politiques au niveau mondial sur l'écologie politique, sur le respect de la nature, etc., ont été adressées dans les sociétés africaines. Je prends l'exemple de la charte de Kouroukanfouga, qui est la charte fondatrice de l'Empire du Mali, qui date du XIe siècle, du XIIIe siècle. Les notions qui ont été définies par rapport à l'écologie dans cette charte sont aussi modernes que les notions que nous avons aujourd'hui. Moi, au niveau du collège, je donne un cours de physique appliquée, physique du bâtiment, donc thermique, acoustique, etc. Et sur la thermique, je commence toujours les cours par l'igloo des Inuits pour montrer la modernité de cet igloo par rapport à son environnement, comment ils ont pris en compte l'environnement pour produire une architecture qui soit adaptée. Mais de la même manière, la case à Impluvium Diola est une case d'une modernité absolument extraordinaire. La semaine dernière, j'étais arrivé aux équations de définition des échanges thermiques entre l'homme et son environnement, et je montrais à mes étudiants comment les Diola avaient adapté cela en optimisant la ventilation transversale, en faisant en sorte que les pièces de vie n'étaient jamais exposées au rayonnement solaire direct, en faisant en sorte que les matériaux qui sont utilisés dans l'architecture traditionnelle Diola, en leur montrant que les Diola ont conscience que la Terre a une conductivité extrêmement faible et que c'est en utilisant cette Terre qu'ils arrivent à régler les problèmes de chaleur. Pour moi, déjà, il ne peut pas y avoir de modèle africain parce que vous connaissez bien l'Afrique. Vous savez qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques, et qu'à l'intérieur de chacune des Afriques, il y a des modèles différents. Aujourd'hui, travailler sur la ville de Ziguinchor n'a rien à voir avec travailler sur la ville de Dakar. Je pense que peut-être la piste qu'on devrait avoir, c'est une question que vous avez posée tout à l'heure, c'est de réfléchir sur ce que c'est que la modernité, sur les paradigmes qui nous guident. Aujourd'hui, je pense que c'est une urgence pour tous les pays africains de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de nos sociétés. Alors, pour revenir sur le vif du sujet, sur nos villes africaines, on a l'impression que depuis quelques décennies, on essaie tant bien que mal de mettre de l'ordre, hein. On parle souvent du secteur informel et on essaie de formaliser ce secteur. Et puis, ça fait des décennies qu'on essaie de faire ça avec plus ou moins d'échecs à la clé. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui un contexte qui aurait changé, qui nous permettrait d'aller sur des choses un peu plus positives? Où est-ce qu'on est finalement dans ces villes condamnées à refaire les mêmes erreurs que l'on fait depuis des décennies? Moi, je crois qu'on est condamné à changer les choses parce que jusqu'à présent, les erreurs qu'on faisait ont pu être encaissées par les sociétés parce que nous avons des sociétés relativement résilientes. Mais aujourd'hui, nous sommes à des échelles telles que ça ne sera plus possible d'ici très peu. Jusqu'à présent, on prévoit le futur des villes africaines de manière statistique, comme une extrapolation du présent. On dit aujourd'hui nous sommes 3 millions d'habitants à Dakar, dans quelques années nous serons 4 millions, qu'est-ce qu'on va faire, etc.
Or, on se rend compte que déjà pour le présent, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas les moyens d'offrir les conditions de vie décentes minimales à la population. Et je ne vois pas comment, dans le cadre du système économique que nous avons, nous pourrons dégager des moyens supplémentaires pour ces populations. Donc, il me semble que c'est une évidence, c'est une question de survie pour les pays africains, pour les villes africaines, de commencer à penser, comme disent les Américains, out of the box. Il faut absolument que l'on change les paradigmes, que l'on se pose la question de l'urbanisation en Afrique de manière différente. Et l'un des grands problèmes que j'ai, c'est que très souvent, ces questions d'urbanisation sont à une échelle telle qu'elles sont posées par des grands organismes internationaux, la Banque mondiale, etc., qui viennent avec des idées préconçues et qui n'ont pas une idée du vécu réel, des dynamiques populaires, parce qu'il y a des initiatives populaires, des dynamiques populaires extrêmement fortes. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, jusqu'à présent en tout cas, tous les plans d'urbanisme que nous avons eus dans les villes d'Afrique noire ont été dépassés avant même que l'on prenne les textes pour leur application. Donc, ça ne sert à rien de continuer sur ce chemin. Il faut à un moment donné s'arrêter et se demander qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quels sont les paradigmes qu'on peut utiliser, comment changer notre manière de penser la ville et de penser son insertion dans notre cadre national. Aujourd'hui, les villes dont on parle, ce sont toutes des villes qui sont issues du phénomène colonial. Dakar, Abidjan, Conakry, etc., etc. Et toutes les villes de l'armature urbaine traditionnelle africaine ont disparu ou n'ont plus de rôle, sauf un rôle touristique. Aujourd'hui, de voir que Tombouctou est un peu confronté à un rôle touristique alors que c'était un des plus grands centres universitaires du monde, c'est un peu triste. Donc, il faut qu'on se pose la question des villes qui comptent, entre guillemets, aujourd'hui, à quoi elles servent, comment elles ont été créées, dans quel but, et qu'on se demande si on peut les utiliser ou les détourner en tant qu'outil de développement pour pouvoir promouvoir un autre type de croissance, un autre type d'organisation de nos sociétés. Mais pour moi, ça veut dire que, en fait, la question urbaine n'est pas simplement une question technique, une question de planification, une question de capacité technique des pays africains, c'est d'abord une question de politique et de choix de société. Et c'est pour cela que c'est une question qui sera très, très difficile à régler. Elle ne peut pas se régler en une génération. Il va falloir que les Africains se posent la question du modèle qu'ils veulent avoir et qu'ils se demandent si les outils qu'ils ont, les espaces qu'ils ont permettent d'arriver à ce modèle de société. Mais alors justement, ma question est double, c'est que est-ce que, un, on a les bons modèles, est-ce qu'on utilise les bons modèles? Et deux, à vous entendre, est-ce qu'il y a matière à être optimiste? Parce que je suis prêt à signer ce que vous venez de dire, mais et on est d'accord qu'on a besoin de ce changement de paradigme, mais ce qui va venir, est-ce qu'on peut être optimiste sur finalement le fait qu'à un moment donné, on sera obligé de changer? Je crois, parce que les modèles, et ça je réponds de manière très claire, les modèles ne marchent pas. Aujourd'hui, aucun de nos modèles sur le développement de la ville, sur la croissance de la ville ne marche. On a essayé de contenir cette croissance d'une manière ou d'une autre. On a essayé de développer les villes d'une manière ou d'une autre. On a essayé même de créer des villes nouvelles. On a aujourd'hui l'exemple de Diamniadio à Dakar. On a eu l'exemple d'Abuja, créé pour remplacer un peu Lagos. On a eu Yamoussoukro, créé pour développé pour remplacer Abidjan. Aucun de ces modèles ne marche. Donc, à un moment donné, il nous faudra trouver autre chose. Mais autre chose, quand je dis que c'est un problème politique, c'est que je me rends compte que la conception même que nous avons du développement de nos pays est problématique. Déjà, la notion de développement est problématique. Aujourd'hui, c'est une notion sur laquelle nous n'avons pas de prise en tant qu'Africains. On mesure le développement avec des outils qui ont été façonnés à l'extérieur de l'Afrique et qui nous sont appliqués sans que nous ayons la moindre part de critique par rapport à ces outils. Et il me semble que tant que nous continuerons à essayer de rattraper l'Occident, à essayer de nous caler sur des modèles de développement qui ont été développés ailleurs que par nous-mêmes,
on ne pourra pas s'en sortir. Donc, Jean-Charles Tal, vous formez des futurs praticiens. Pourquoi la profession d'architecte et d'urbaniste met tant de mal à émerger en Afrique? Il y a finalement très peu de lieux de formation. Personne ne veut investir dans la formation des architectes et des urbanistes, alors que finalement la demande est énorme. Et si je reprends ce que vous disiez avant, tous les grands organismes internationaux nous disent justement que l'avenir est urbain, et d'un autre côté, on forme personne pour cet avenir urbain. C'est un gros paradoxe. Déjà, il faut se rappeler que l'école d'architecture de Dakar, l'école nationale qui existait, a été fermée au début des années 90, à la fin des années 80, sur la base d'un rapport de la Banque mondiale. Un rapport d'optimisation de l'enseignement supérieur qui disait qu'on n'avait pas besoin d'avoir deux écoles, une à Dakar, une à Lomé, et que tout le monde pouvait être formé à Lomé. C'est ce qu'on appelait mettre ensemble les ressources. Aujourd'hui, on se rend compte que la profession d'architecte a perdu beaucoup de crédibilité. Dans les années 70-80 au Sénégal, c'était une profession qui était portée par l'État. C'est l'État qui avait décidé, le président Senghor à l'époque, de former des architectes, de former des urbanistes et d'avoir des ressources nationales capables d'adresser les problèmes énormes qui étaient en perspective. Aujourd'hui, si on prend l'État sénégalais, je crois qu'il reste moins de 5 architectes dans l'ensemble de l'administration centrale sénégalaise. Il y a moins de 5 urbanistes sur l'ensemble des services de l'État du Sénégal et il n'y a plus de formation d'urbanisme. L'État s'est déjà engagé. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un manque de prise de conscience de la part des autorités centrales du rôle des architectes. Et ça se voit y compris dans les projets de l'État. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons plein de grands projets de l'État. Aéroport international, sur lequel il n'y a pas d'architecte sénégalais qui est intervenu. Il y a des grands projets sur la requalification de l'ancien aéroport de Dakar. Il n'y a pas d'architecte sénégalais qui interviennent. On a un centre international de conférence, il n'y a pas d'architecte sénégalais qui interviennent. Et donc, il y a une espèce de paradoxe où les États sénégalais, les États africains vont dans les grandes conférences internationales sur l'habitat et disent nous avons besoin de formation, nous avons besoin de ceci, cela, mais le peu d'architectes et d'urbanistes qui sont dans nos pays ne sont pas utilisés par l'État, qui préfèrent systématiquement sur tous les projets faire intervenir des architectes et des urbanistes qui viennent d'autres pays, avec cet argument très, très drôle qu'un ministre m'a dit un jour, oui mais vous n'avez pas d'expérience, donc on préfère faire travailler des architectes français, allemands, etc. Et je lui ai répondu, mais monsieur le ministre, c'est la première fois que vous êtes ministre, vous n'avez pas d'expérience en tant que ministre, on aurait pu prendre un ministre français ou allemand à votre place. C'est un non-sens. C'est pour cela que l'architecture à ce moment redevient un sujet extrêmement politique, parce que la destruction du patrimoine colonial qui se fait notamment au centre-ville de Dakar, au quartier du Plateau, c'est un combat entre la préservation de nos mémoires et les intérêts de la spéculation immobilière. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il se trouve que malheureusement, nous n'avons pas le soutien de nos autorités politiques pour lutter contre la spéculation. Ce sont des zones protégées où on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et régulièrement, on voit des décrets qui permettent de déclassifier une zone pour permettre à ces spéculateurs justement de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et très souvent, on se rend compte que ces spéculateurs sont ou eux-mêmes des hommes politiques ou des femmes politiques extrêmement importants, ou liés à des hommes politiques et des femmes politiques extrêmement importants. Et c'est pour cela que nous, ce que nous essayons de faire, c'est de construire une masse de conscience minimale qui puisse s'opposer à ça. Pour le moment, on est encore très, très, très isolé. C'est un peu le combat de David et Goliath. Une des choses qu'il faut faire de toute urgence, c'est redynamiser le dialogue urbain au niveau national. Le Conseil national d'urbanisme au Sénégal ne se réunit pratiquement plus. Quand il se réunit, c'est de manière extrêmement confidentielle, en tout cas par rapport aux architectes, qui eux-mêmes ont des problèmes internes à régler. Parce qu'on ne les entend plus dans le débat urbain, on n'entend plus les urbanistes.
Aujourd'hui, les gens qui parlent sont des gens dont ce n'est pas forcément la vocation, qui parlent de l'urbain, je veux dire.